La planche. La planche. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans La Planche. Tu vois la planche comme les planches de bande dessinée. Le podcast qui explore les profondeurs du métier d'auteur et d'autrice de bande dessinée. Une production du musée de la BD de Bruxelles. Je m'appelle Ronan Chabra, Bonjour. jeune auteur en herbe. J'adore poser et me poser des questions. Qui suis-je? Où vais-je? Mais tais-toi, toi. J'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir m'entretenir avec plusieurs auteurs et autrices de bande dessinée afin de leur poser des questions et d'explorer avec eux les méandres de la création. Dans cet épisode, j'explore en leur compagnie la question de l'intime. L'intime? De quelle manière l'intime peut générer des histoires, les modeler, les soutenir ou au contraire se faire oublier et se mettre en retrait? Quelles limites, quelle pudeur adopter quand on raconte des histoires? Moi j'ai zéro limite, je dis tout, je montre tout. Ah non, mais je veux pas voir ça, moi. Le récit autobiographique, est-ce évident? Connaît-on mieux quelqu'un à partir de ses livres? Se connaît-on mieux soi-même en faisant des livres? Non mais si tu veux, la BD c'est une quête de soi, c'est un peu s'explorer Mais soi-même. tais-toi, toi. C'est avec ces questions et mes quelques a priori personnels que je suis allé recueillir des réponses qui, je l'espère, vous intéresseront autant qu'elles m'ont intéressé. Ok. Bonne écoute. On y va. Mais sa vie, c'est cette armoire à glace qu'il a remise à sa place. Il fut un temps où elle en est. Et je ne sais pas comment tu gères ce rapport entre ta propre intimité et l'espace du récit. Est-ce que parfois tu peux ressentir de la pudeur dans ce que tu écris, ou au contraire l'espace de la bande dessinée est un endroit où tu te sens complètement décontracté et libre de raconter tout ce que tu veux? Je me sens de plus en plus libre. Émilie Plateau, autrice entre autres des bandes dessinées Moi non plus et L'épopée infernale. Par exemple, pour Comme un plateau, qui est sorti il y a 10 ans, c'est des observations du quotidien sur mes colocataires. Et il y a plein de choses que j'ai pas racontées parce que, par respect pour les autres, et puis parce que c'était mon premier récit, c'était pudique. Et au fur et à mesure des années, j'ai quand même raconté plus de choses personnelles, dont dans Moi non plus, qui est ma bande dessinée la plus personnelle, qui est sortie chez Misma et qui raconte une reconstruction après une rupture amoureuse. Et d'ailleurs, après cette bande dessinée, j'ai arrêté d'en faire, de l'autobio, parce que je me suis dit, ça y est, j'ai mis mes tripes sur la table. J'ai parlé de moi. Avant, je parlais plutôt des autres, en fait. Et là, c'était vraiment centré sur moi. Et après, dans l'épopée infernale, je me suis sentie plus assurée, plus confiante et plus forte dans mon envie de raconter des choses que j'ai vécues dans le milieu de la bande dessinée, de parler de sexisme, de parler de la place des femmes dans la bande dessinée. Et j'aurais pas eu le courage ou la force, ou je sais pas quel mot je pourrais mettre dessus, avant. Petit à petit, la confiance venant. Oui, c'est ça, c'est une T'autorises un peu question plus. d'affirmation, de liberté. Et en même temps, je trouve que c'est intéressant parce que il y a beaucoup de gens qui se diraient par rapport à leur propre quotidien qu'ils ne se sentiraient pas du tout légitimes de le raconter. Ouais. Alors que toi, dès le début, tu as eu cette envie de le raconter et quasiment dans des tout petits détails, des choses que beaucoup de gens pourraient se dire sur leur propre quotidien. Ah, ça n'en vaut peut-être pas la peine. Ouais, Pour faire une bande dessinée. c'est vrai que j'ai des amis qui sont incapables de raconter, de faire des autobios. Et moi, j'ai l'impression que je suis incapable de faire de la fiction. Donc, mon rêve, ce serait d'écrire une fiction. Mais j'ai quand même l'impression qu'il faut toujours que je me base sur des choses que j'ai vécues, qu'on m'a racontées. Et je me dis que j'ai pas beaucoup d'imagination. Ou alors, je travaille avec une scénariste et j'ai d'autres projets avec d'autres personnes qui écrivent. C'est des projets réjouissants. Moi, je suis pas très libérée de la page. Lucrèce Andrea, autrice de la bande dessinée Flippette et Vénère et réalisatrice du court-métrage Pépé le Morse.
Enfin, là, j'ai vu l'expo de Julie Doucet qui est 100 fois plus libérée et qui n'a aucune limite quand elle dessine. Moi, j'ai plein de barrières. Je ne m'autoriserais pas à faire, à m'étaler à 100%, me mettre complètement à nu. Ça, non, pas du tout. Moi, je me cache quand même sous des personnages. Hein. C'est pas moi à 100%. C'est pas de la pure autobiographie. Et je m'amuse avec mes personnages. On prend quand même de la distance. Donc ouais, je pense je choisis un recul. Je pense qu'aussi j'ai peur des conséquences. Dans Pépé le Morse, j'ai quand même un peu mis en scène ma famille, donc j'avais peur des retombées. Mais bon, c'est normal. Il faudrait que j'arrive à m'en défaire complètement pour être une vraie artiste. Mais mais bon, je pense que c'est comme ça. Ah, qu'est-ce qu'une vraie artiste, hein, ouais. Oui. On m'avait dit qu'on commençait à faire quelque chose de bien quand ses parents n'aiment pas. Oui, c'est ça. Que si tes parents n'aiment pas, c'est bon signe. Moi, j'ai toujours envie de plaire à mes parents, je crois. Ah oui, je trouve ça important quand même. Je trouve qu'il y a tellement de cas où ça peut être faux, cette phrase. Oui, mais c'est clair. C'est clair. Après, je vois l'idée. Je vois l'idée. C'est intéressant. Enfin, ça pousse à sortir de sa zone de confort et à essayer d'aller au-delà du politiquement correct et du bien-pensant. Des lecteurs qui viennent chez moi, ils pensent me connaître. Pourquoi ils pensent me connaître? Mais parce que ils étaient avec mon livre, qu'ils pensent autobiographique, qui ne l'est pas, mais qui a l'air dans leur fauteuil, hein, dans leurs moments les plus intimes. Dans leur lit, peut-être, ils sont nus quand ils le lisent. Donc ils ont l'impression de me connaître. Judith Van Nistendal, autrice entre autres des bandes dessinées David, les femmes et la mort et Les 2 vies de Pénélope. Oh, pas du tout. Mais c'est ça la force un peu de la BD aussi. On rentre dans l'intimité, c'est un contact direct, très proche, à 40 cm. C'est quand même spécial. Ça en fait toute la puissance, oui, j'ai l'impression. Je pense que c'est une des grandes puissances de livre, oui. Et quand tu as ce genre de retour un peu de lecteurs qui croient te connaître, est-ce que c'est déstabilisant pour toi? Avant, oui, c'était très déstabilisant. Maintenant, je vois ce qui se passe, quoi. Je vois ce que je viens de te raconter. Je vois que, ah oui. Et j'étais avec eux, quoi. Alors que j'étais pas avec eux, du tout. Mais ça donne cette sensation. Alors, est-ce que tu dirais qu'on connaît mieux quelqu'un, on peut connaître mieux quelqu'un à partir de ses livres? Bah oui, je pense qu'on connaît mieux un auteur à la lecture de ses livres, mais ça ne veut pas dire qu'on le connaît vraiment. Lewis Trondheim, auteur entre autres de la série Lapino et co-auteur avec Johan Sfar de la série Donjon. On a tous une sorte de... On cache des choses aussi, hein, ou parfois on en révèle dans des livres. Parfois on se surprend soi-même en disant « mais j'ai fait ça parce que... » Bah oui, mais il m'était avec ça quand j'étais jeune, et puis ça ressort maintenant. Et puis, mais ça ne veut pas dire que oui, ça ne veut pas dire qu'on est honnête quand on fait des livres. Hein. On est des raconteurs d'histoire, on est des menteurs aussi. On essaie de faire en sorte que le récit soit le mieux possible. C'est Alexandre Dumas qui disait qu'on pouvait violer l'histoire à condition de lui faire des beaux enfants. Donc on fait un peu la même chose. Wow, sacrée formule. C'est la seule que j'ai retenue de ma vie. J'ai une très mauvaise mémoire, mais celle-là, j'ai bien retenu. Est-ce que toi, parmi tes camarades auteurs et autrices, tu as pu parfois constater des contrastes surprenants entre une personne et ses livres, ou au contraire toujours une continuité assez harmonieuse? Non, parfois il y a des surprises. Par exemple, Vellman est beaucoup plus rigolo dans la vie que dans ses livres. Et tu dis, c'est dommage qu'il fasse pas aussi plus d'humour dans ses bouquins, parce que Fabien est quelqu'un de sympa. C'est pour ça que j'ai voulu travailler avec lui, qu'on a collaboré ensemble sur un des albums d'Infinity 8. Puis comme ça, je pouvais voir aussi sa façon de travailler, c'était intéressant. Est-ce que tous les auteurs sont comme ils se représentent? Je pense pas. Hein. On a tous des masques de toute façon. Puis c'est aussi la finalité
du pourquoi de notre travail. Est-ce qu'on fait ça pour vraiment raconter une histoire le mieux possible, gagner notre vie, être aimé, se sortir de l'hôpital psychiatrique intérieur dans lequel on est. T'as plein de choses qui font que de toute façon, l'auteur va pas forcément se révéler tel quel dans un bouquin. T'as des gens qui trichent tout le temps quand ils écrivent. Donc, tu sais pas qui ils sont, que ce soit des écrivains aussi, enfin, pas forcément qui en bande dessinée. Oui, et pas tellement attaché à l'autoreprésentation non plus, finalement. C'était dans Non. le sens des histoires aussi. Par rapport à l'autobiographie, de toute façon, il n'y a jamais une vérité. Il y a des gens comme Fabrice No ou Jean-Christophe Menu qui vont dire « Nous, on est super sincères quand on fait de la bande dessinée autobiographique. Il faut être comme ça, il faut tout raconter, il faut rien lâcher. » Oui, c'est une vision des choses, mais on peut aussi faire des choses en... Comment dire moi, j'aime bien le travail, par exemple, d'Aude Picot, qui est... Comment dire, c'est comme si il y avait des vagues et elle dessinait pas le haut de la vague, mais le creux de la vague de temps en temps. Et c'est au lecteur d'imaginer un petit peu la suite de ce qui se passe dans le récit comme Moi Je ou d'autres. Tout n'est pas formulé clairement. Donc on est doublement actif en tant que lecteur avec ce genre de récit-là. Et c'est bien, tout dévoiler, ça ne veut pas dire la vérité. Chacun a sa vérité. Et puis la vérité qu'on a, nous, maintenant, aujourd'hui, dans notre souvenir, 10 ans plus tard, on va s'en souvenir d'une autre façon et ce sera notre vérité. Donc il ne faut pas se leurrer non plus. Forcément que quand on invente une histoire, on met énormément de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent. Et donc logiquement, on donne à voir qui on est. Donc il me semble que forcément on connaît mieux quelqu'un en lisant ses livres. Maryse Spénal, autrice entre autres des bandes dessinées Millie et Katsu à l'Ultrafesta et Il y a longtemps que je t'aime. Après, ça dépend aussi de la démarche derrière. Il y a des gens qui font ça qui font de la bande dessinée avec beaucoup de recul, avec quelque chose qui va être plus de l'ordre de la technique narrative, j'allais dire du calcul, mais ça sonne très froid, mais forcément, ça peut faire des bonnes histoires qui fonctionnent très bien aussi. Et on n'a pas toujours envie de se mettre à nu dans une histoire non plus. Néanmoins, je pense que forcément tout ce qu'on dit, c'est quand même empreint de qui on est, de qui on est même dans la société, hein, pas que qui on est de manière très intime, mais aussi de quelle place on parle, par exemple. Donc, ça me paraît inévitable de se dévoiler dans un livre. Même le fait de rien dire de soi est une manière de se dévoiler. Moi, je suis alors, quelque chose d'un peu spécifique dans mon parcours, c'est que j'ai sorti 2 bandes dessinées il y a finalement quelques années. Et là, je me remets à faire de la bande dessinée sérieusement, et j'ai 2 projets qui sont bien avancés, etc. Mais entre ces projets un peu vieux et aujourd'hui, j'ai un peu aussi changé dans ma réflexion, dans ma démarche. Et pour être honnête, les 2 premières, surtout Heidi, ma première bande dessinée, je savais pas vraiment pourquoi je la faisais. Il y a quelque chose où j'ai un peu forcé, une fin heureuse, par exemple, parce que j'avais envie que ça soit une bande dessinée positive sur l'émancipation, sur qu'est-ce que ça fait d'être une jeune femme, de partir de chez soi, etc. Et je pense que c'est pas une BD qui est si sincère que ça. Parce que j'ai peut-être trop pensé justement aux personnes qui allaient lire, et j'avais quelqu'un en tête, un profil en tête, donc quelqu'un qui aurait eu 16 ans et qui aurait lu cette bande dessinée, et que j'avais envie de transmettre quelque chose de positif. Et en fait, mes sentiments sur l'émancipation, sur quitter sa famille, sont des sentiments qui sont beaucoup plus conflictuels que ce que j'ai mis en scène finalement dans cette bande dessinée. Et aujourd'hui, j'espère que, en tout cas c'est mon but, j'aimerais avoir une approche qui soit plus sincère et qui soit aussi, pour moi en tout cas, qui me demande plus de courage, où si j'ai des questionnements, je les expose et j'essaie pas d'apporter une réponse en fait. Vraiment juste, je reste sincère à mon questionnement, et c'est aussi une manière de ne pas mépriser le lecteur ou la lectrice. Et
C'est pas dire moi je sais, je vais te raconter quelque chose qui va t'éduquer ou qui va te faire réfléchir. C'est plus, en fait, moi je réfléchis à ça. C'est des choses qui me perturbent. C'est aussi parler de sentiments. Ces sentiments, j'ai du mal à les comprendre et j'ai envie de les rendre et de voir si avec ça je vais pouvoir toucher quelqu'un, si je vais avoir une réponse. Des gens qui vont pouvoir lire ça et se dire ah oui, c'est vrai, moi aussi je ressens ça. Et voilà, donc c'est quelque chose ça a un peu changé, ma manière de faire. Quelque chose de... pas thérapeutique, parce que bon, ça serait un peu abusif comme terme, mais oui, quand je parle de courage, c'est aussi parce que quand on écrit une histoire, forcément, on part de son intime à soi, et le rendre, le donner à lire à d'autres gens, c'est quelque chose qui est forcément un petit peu angoissant. C'est malgré tout révéler des secrets assez profonds, assez sombres que l'on peut avoir, et essayer d'en faire une œuvre, c'est beaucoup se dévoiler aussi. Tout ce que je mets de moi dans les livres, qui est très très personnel, j'ai justement cette merveilleuse chance de pouvoir le faire vivre à d'autres gens que moi. Pénélope Bagieux, autrice entre autres de la série Culottée et de la bande dessinée Les Strates. C'est-à-dire c'est un personnage, peu importe, c'est pas moi. C'est pas moi qui fais tout ça, donc c'est un peu un chat perché génial en fait, la fiction, parce que... Un chat perché génial. Ouais, je trouve que c'est un super chat perché de dire ah c'est pas moi, c'est un personnage. Ah oui, oui. Voilà, c'est pas moi, Ah oui. ça compte pas. Tu dis quand même, dis donc, ce qu'elle fait, cette meuf dans le livre, c'est fou. Tu fais, ouais, mais c'est bon, c'est pas moi puisque c'est un personnage. C'est vraiment génial. On a ce truc, c'est même au-delà de la thérapie. C'est carrément, tu peux faire passer les pires trucs. C'est pas tes mots, c'est pas toi qui le dis. Donc, je trouve ça vraiment hyper utile. Je pense qu'on irait beaucoup plus mal si on pouvait pas écrire, parce que on gérerait pas de choses à l'extérieur de nous, on garderait tout à l'intérieur. Donc, c'est quand même super catharsis de faire semblant que c'est pas nous, alors que tout le monde a très bien compris que c'est nous, quoi. Enfin, je pense. Donc, je pense à ce que je suis en train d'écrire en ce moment, et vraiment, c'est ça, quoi. Donc, c'est... tu vois, il y a pas très longtemps, je parlais avec mon fameux pote d'enfance, et on parlait du fait qu'on était vieux, et comme on se connaît depuis très longtemps, quand même, avant on avait la santé, on faisait des nuits blanches, et on pouvait tenir le lendemain, et maintenant, regarde, on est de merde. Et alors qu'il se lamentait du fait qu'il y avait quand même eu un petit tournant depuis qu'on avait 40 ans, je lui disais, ouais, mais tu trouves pas qu'en fait, ce qu'il y a de chouette aussi, vu qu'on peut plus ou moins dire qu'on en est à peu près à la moitié de la route, j'imagine, tu vois. Dans mon cas, moi, j'écris, et je lui disais, ce qui est cool, c'est que tout ce que j'ai fait avant, qui était, on va dire, il faut être honnête, la partie plus dingue de ma vie, je pense que les dingueries, je les ai faites plutôt entre 20 et 40 qu'a priori à partir de maintenant, c'est mon stock intérieur de richesse, j'ai rencontré plus de gens, j'ai vu plus de choses, on a refait le monde jusqu'à 5h du mat dans des conversations tellement deep, j'ai plus le temps, voilà. Mais en fait, c'est pas perdu tout ça. Ça, c'est mon gros stock de vie, d'expérience, de rencontres, de richesse, de machin. Et ma chance, c'est que mon travail, c'est d'aller piocher dedans tout le temps pour fabriquer des trucs. Et ce que je vais raconter maintenant et les 40 prochaines années de ma vie, ça sera beaucoup nourri par tout ce qui s'est passé pendant ces années-là, où j'avais le temps de faire des trucs, et la santé, l'énergie. Je parle comme si j'étais très vieille, mais le fait est qu'en vrai, on le sait, on a moins le temps de voir nos potes, on a moins le temps d'avoir des conversations qui changent la vie. Avec le temps. À 50 ans, oui, voilà, on se dit, il faut absolument qu'on se cale un dîner dans 3 semaines. C'est ça, en fait, notre vie. Alors qu'avant, on disait, et si on marchait toute la nuit jusqu'à ce que le soleil se lève, quoi. Donc, évidemment, on avait des conversations plus intéressantes, mais ça tombe bien. Je les ai accumulées à fond. Et maintenant, quand j'ai besoin de créer un personnage, par exemple, je vais piocher dans mon sac à malice de millions de gens que j'ai rencontrés et avoir vécu, c'est ça qui permet de créer des choses riches. Donc, c'est en ça aussi que se dire quelle est la part de toi que tu mets dans les choses, c'est pas juste la part de toi, c'est la part de tout ce que tu as vu, entendu et fait que tu vas utiliser pour la mettre dans des choses et créer des choses riches. Donc, les livres et je pense les séries et les films de gens que je trouve vraiment, et même dans des choses très
Tu vois, là, par exemple, je voyais les affiches de la série de Clapiche qui va commencer sur Prime. Et je me disais vraiment que Clapiche, il a un truc que j'admire chez lui. C'est qu'il est, je sais pas quel âge il a, en tout cas, il a plus de 50 ans. Il arrive toujours à être juste quand il parle de la jeunesse. Quand même. C'est un truc, il est jamais boomer, Clapiche. Il parle de, même quand il dit, je vais faire un film sur les gens qui se rencontrent sur des apps, tu te dis, oh là là, putain, ce serait ma mère qui ferait ça. Et ben non, lui, tu dis, putain, mais comment tu sais encore ce que c'est. Donc je pense que lui, il a beaucoup accumulé de vie pendant très longtemps. Il est aussi resté intelligent et ouvert à la jeunesse, qui est, à mon avis, une garantie de bien vieillir par la suite. Mais on sent qu'il a vu des millions de gens, que vraiment il a accumulé, quoi. Et du coup, ça fait que même encore maintenant, quand il fait un truc, il est juste. J'ai pas vu la série, peut-être que ça va être une énorme merde, mais j'en doute. Mais à chaque fois qu'il fait un personnage, on dit « Ah, je connais tellement de gens qui sont comme ça, c'est tellement bien vu, il est tellement juste ». Mais ça, c'est sûr que c'est de l'expérience. Et donc lui, ce qu'il a en lui, il arrive à s'en servir pour faire des gens super. Et moi, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien me dire, je me sers de ce qu'il y a à l'intérieur de moi, mais pas que de l'introspection, mais aussi me dire, attends, mais j'ai forcément connu des mecs qui disaient des trucs comme ça, c'est sûr. Et que oui, je cherche dans ma bibliothèque personnelle et je me dis, ah bah oui, je me souviens, c'était une fête quand j'avais 24 ans, etc. Juste sous les hortensias, mais tu reviens. Mauvaise herbe, comment me débarrasser de toi? Mauvaise herbe, j'aurais voulu couper tes 10 doigts. Pour oublier qu'ils ont un jour caressé les miens. Je te brûlerai jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. Plus rien de toi. Je sais pas, toi, comment tu gères ce rapport entre ton intimité et l'espace du récit quand tu l'écris. Est-ce que, par exemple, tu peux parfois ressentir de la pudeur quand tu écris ou au contraire une forme de décontraction? Alors, très très intéressant. Par où commencer? Alix Garin, autrice des bandes dessinées Ne m'oublie pas et Impénétrable. Je précise que l'entretien a été réalisé longtemps avant la sortie d'Impénétrable, dont Alix va parler pendant la discussion. C'est sûr que c'est pas évident de gérer sa propre intimité quand on écrit des histoires. Je pense que c'est très intéressant. L'intime est essentiel, je pense, si on veut raconter des histoires qui touchent les gens. Parce qu'il faut il faut savoir de quoi on parle. Mais c'est pas censé être notre journal intime, on n'est pas juste censé parler de soi. Et il faut que la fiction vienne au service de cette intimité pour en faire quelque chose de plus vaste, qui raconte quelque chose de plus général, qui va pouvoir vraiment aller au-delà d'une expérience strictement personnelle, qui est souvent moyennement intéressante pour le grand public, et en faire une vérité générale, quoi. De par la manière dont c'est amené, dont c'est pensé, de se dire qu'est-ce que ça dit de l'humanité, qu'est-ce que ça dit de nous, de notre société, et donc essayer comme ça d'aller de l'intime et du particulier au général. Et je pense que la fiction, là, aide beaucoup à ça, à porter un message de la manière la plus efficace qui soit. Et il ne faut pas avoir peur de ce mot, je pense. Surtout dans la BD d'auteur, on a envie de
de pas suivre des règles de dramaturgie, etc. Et parfois ça donne des résultats très surprenants et géniaux, mais parfois aussi ça donne des trucs qui tombent un peu des mains, quoi. Et je crois qu'il y a un équilibre à trouver entre la dramaturgie avec un D majuscule et l'intime. Après, pour ce qu'il en est de la pudeur, c'est là aussi que la pudeur est très très importante pour se retenir de parler trop de soi, ou pire, de tomber dans le pathos, d'essayer d'attirer de trop d'empathie, voire de la pitié. C'est pas un sentiment, c'est pas un beau sentiment, la pitié, quoi. Enfin, utiliser à bon escient, c'est pas interdit, mais c'est pas ça le but, quoi. Souvent, c'est un peu facile, les tire-larmes et tout. Donc, alors que de raconter des choses très dures, mais avec une espèce de distance raisonnable, ça va être beaucoup plus impactant, beaucoup plus fort. Donc voilà. Après, je dis ça, l'album que je suis en train d'écrire, le scénario que je suis en train d'écrire est autobiographique, mais je tiens à l'appeler scénario, quoi. Et c'est là qu'il y a cette importance de dire comment je vais structurer ça pour à nouveau que ça ait du sens pour le plus grand nombre. Alors oui, ce sera presque 100% du vécu, il n'y a presque aucune fiction là-dedans, mais dans ce vécu, c'est comme les pièces d'un puzzle, comment je vais les assembler pour leur donner du sens, leur donner de l'intérêt, et accepter aussi de disséquer ce qu'on a vécu, de s'auto-analyser avec beaucoup d'intransigeance, sans complaisance, de ne pas hésiter à mettre en avant ses mauvais côtés, les erreurs qu'on a fait, et pas de faire de soi un espèce de héros sans peur et sans reproche, mais au contraire, un espèce d'être vil qui a fait beaucoup d'erreurs, et de ces erreurs-là, les lectrices pourront tirer un enseignement dans leur quotidien, quoi. Et donc, c'est un exercice pas évident, l'autobiographie, qui est parfois associé à de la fainéantise, et c'est exactement là-dedans que j'ai pas envie de tomber. J'ai pas envie de faire de l'autobio par fainéantise et parce que j'ai pas d'autre histoire à raconter. C'est parce que j'ai identifié dans cette expérience quelque chose qui peut pas être raconté autrement. Et alors là, c'est un parti pris et c'est un choix de scénariste, parce que c'est une forme de scénario aussi. Et il faut y appliquer à l'autobio les codes de la dramaturgie. Donc c'est ni plus facile ni moins facile que d'écrire une fiction, mais il faut l'assumer, quoi. La vie quotidienne fait qu'on est tous contraints de beaucoup faire semblant, je pense, de beaucoup donner le change pour vivre en société et en harmonie tous ensemble, parce qu'on ne peut pas toujours faire sa drama queen du matin au soir, quoi. Dans un livre, on peut se permettre de révéler des choses qu'on ne révélerait à presque personne dans aucune autre situation. Et en fait, c'est ça qui est génial et que moi j'adore en tant que lectrice. Et c'est là que je dis mettre le doigt sur des sentiments très ténus et très très intimes qu'on cache très profondément en nous, et d'être pris au dépourvu de voir quelqu'un d'autre les révéler là où nous on n'aurait même pas osé les formaliser et les formuler. Waouh! Et ça, c'est aussi, ça provoque presque du soulagement de se dire je suis pas tout seul. Et c'est la beauté de l'art et c'est la beauté de la bande dessinée. Voilà, ces moments de grâce où on n'est plus seul. Et je pense que ça provoque aussi un certain soulagement de se débarrasser de ça en tant qu'autrice. Pour moi, c'est thérapeutique, la bande dessinée. Et là, quand je te dis que je suis en train d'écrire une autobiographie, je m'auto-analyse, mais ça vaut toutes les séances de psy que j'ai fait sur des années, quoi. Et en fait, Annie Ernaux, dans son dernier livre, le jeune homme, elle a fait une petite mise en exergue d'une phrase à elle qui dit en substance, je ne sais plus la formuler mot pour mot, mais une expérience n'est vraiment vécue qu'une fois qu'elle a été racontée. Et je la rejoins entièrement là-dessus. C'est comme si raconter, ça donnait vraiment de la valeur aux choses, et c'est comme si tu mettais vraiment un point final et que tu tirais l'enseignement vraiment de ce que tu avais traversé, que tu prenais un pas de recul et que tu disais, tiens, au fond, qu'est-ce qu'il y a à garder de tout ça ? Quelle est la conclusion ? Et on revient à cette formule de l'iceberg, il y a l'histoire superficielle, de quoi ça a l'air à l'extérieur, mais qu'est-ce que ça raconte à l'intérieur ? Et c'est passionnant de se poser la question, et j'espère que ce sera passionnant d'écouter la réponse. Ah oui, cette phrase d'Annie Ernaux, je la trouve... Annie Ernaux, ah là là, à quoi bon être artiste après Annie Ernaux ?
Faudrait que je la lise. Je l'ai pas encore lue. Waouh, ah oui, il faut absolument. Ouais. Elle est d'une lucidité. Elle n'écrit que sur elle-même, mais avec une lucidité clinique. Waouh. Et à nouveau, elle va tellement au particulier que ça devient du général parce qu'elle met le doigt sur des trucs hyper précis. Et ouais, je la trouve brillante. Elle m'inspire énormément. Si je pouvais faire le tiers du quart de ce qu'a fait Annie Ernaux en littérature, en bande dessinée, moi, je peux mourir heureuse, quoi. Ah oui, parmi tes livres, je vois que c'était plutôt donc fiction ou didactique aussi. Et je me demandais si tu étais intéressé par l'autobio, par exemple, ou si c'est un choix pour toi de rester dans le fictionnel. Alors, il y a toujours une part d'autobio dans ce qu'on fait. Laetitia Corrine, autrice entre autres de la bande dessinée Priscilla et Le Monde Merveilleux des Vieux. Dans Priscilla, il y a beaucoup plus d'autobio que ce qu'on pense. Mais pas dans le sens... Enfin, c'est pas de l'autobio au premier degré. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Dans Le Monde Merveilleux des Vieux aussi. Et surtout, de l'autobiographie premier degré, j'en ai fait sur mon blog. Il y a longtemps. Blog qui n'existe plus. Donc voilà, qui s'appelait Caca, le blog de Laetitia, et où je racontais ma vie. Et quand ma vie a commencé à aller moins bien, j'ai arrêté de la raconter. Et en fait, j'avais plus envie de m'exposer. Puis le truc aussi, c'est que je devais avoir une centaine de personnes qui venaient sur mon blog tous les jours. Et ça me suffisait. Et un jour, j'ai fait un truc sur vie de merde. Et là, j'ai eu 5000 personnes d'un coup. Et ça m'a fait peur. J'ai rien posté pendant 3 mois. Exposé, mais pas trop. Site Vie de merde, c'est ça Ouais, le site Vie de merde. Ah oui. J'avais fait une vie de merde. Mais c'était en 2008 ou 2009. C'était il y a longtemps. Et... Je sais pas, l'autobio, je crois que c'est Florence, encore une fois, qui m'avait dit on parle jamais aussi bien que de ce qu'on a vécu. Et c'est la vérité. C'est vrai que moi, il y a plein de choses que j'aurais envie de raconter. Mais quand il t'arrive des merdes dans ta vie et que t'en es sorti ou que tu juste t'as encore un pied dedans, et c'est mon cas, j'ai pas envie de raconter ça. Et ce serait même pas une psychothérapie pour moi. Ça, c'est un truc que Florence m'avait dit. C'est un peu une psychothérapie. Quand elle a fait Le Démon de Midi, ça lui a servi, ça lui a servi de défouloir, quoi, et de psychothérapie. Et ça lui a fait beaucoup de bien. Moi, je sais pas. Par exemple, je suis passée par l'infertilité. J'ai eu très envie de raconter ce truc-là, mais parce que j'en avais ras-le-bol d'entendre toujours les mêmes connards me dire les mêmes choses sur mon infertilité. Donc, ça aurait été un album un peu revanchard, finalement. Du coup, il y a d'autres personnes qui l'ont fait bien mieux que je ne l'aurais fait. Donc, tant mieux. Et moi, c'est derrière moi et j'ai pas forcément envie de le raconter dans une BD, quoi. Maintenant, j'ai envie de raconter des conneries et de rigoler, parce que voilà, quand t'as une vie quand t'as traversé des épreuves qui étaient pas évidentes. Voilà, je sais pas si j'ai envie de faire de l'autobio un peu dramatique, où je risque de mettre beaucoup de sommes, l'air de rien. J'ai pas envie d'être aigrie par. On pourrait imaginer l'autobio avec des gags, peut-être. Mais ce sera toujours fait avec beaucoup d'humour, hein, toujours. Mais je te dis, je pense une grosse part de somme, parce que je suis un peu cassée. J'ai pas l'air comme ça, mais je suis un peu brisée par plusieurs choses qui me sont arrivées dans les années dans les 5 dernières années, 5-6 dernières années, même plus, quoi. Mais bon, donc j'ai pas envie de rentrer là-dedans, j'ai pas envie de les raconter. Puis des choses dont je suis pas fière non plus, quoi. Donc j'ai pas envie de m'exposer, même si je pense que ce serait intéressant, hein. Mais non, je préfère raconter des bêtises. Ah oui. Ceci dit, je te dis ça, j'ai très envie de parler de mon syndrome prémenstruel, qui me bouffe bien la vie depuis quelques années. Donc, en fait, je suis d'une parfaite mauvaise foi, parce que c'est vient de me revenir. Je compte publier sur Instagram dans peu de temps des dessins qui parlent du syndrome prémenstruel, du mien, en tout cas. Voilà. Ah oui, ok.
Voilà, donc ce sera un truc sur ma chatte et mes ovaires. Voilà, ça va être génial. Enfin, et ma tête surtout, mais voilà. Et surtout, oui, une envie de raconter ce qui me passe par la tête dans ces moments-là, parce que c'est très, très, très dark, en fait. C'est le syndrome prémenstruel, c'est hardcore. Mais du coup, je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes qui passent par là tous les mois. Oui, quand un sujet n'est pas assez visible, c'est peut-être là qu'on a envie d'en parler. Après, le SPM, on commence à en parler beaucoup. Mais bon, c'est... Bon, comme toutes les meufs, j'ai envie de parler de ma chatte, c'est tout. C'est dit. Voilà. Pardon. Ce sera évidemment dans le podcast. Bon. C'était le podcast La Planche. Musique par le groupe Le Noir, Garance Midi et Kevin MacLeod. Un immense merci à tous les auteurs et autrices pour leur patience et de m'avoir accordé de leur précieux temps. Un énorme merci au musée de la BD de Bruxelles d'avoir financé, suivi ce travail et d'avoir rendu tout cela possible. Les remerciements tout particuliers à Isabelle de Becker, Salva Di Bernardo, Laurent Lenoir, Thibaut Fontenoy, Tine Anthony, Marie Nif et Wivine Van Donade. Un immense merci à ma famille et à mes amis de m'avoir soutenu dans ce périple. Et un grand merci à vous, bien sûr, pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. Au revoir. Je ferme les yeux sur scène, comme à la fête foraine dans le grand 8. J'aime quand ça va vite, mais attention au départ, j'ai toujours peur du noir. Dans les autos tamponneuses, crier me rend heureux. Je ferme les yeux sur scène, comme à la fête foraine dans le grand 8. J'aime quand ça va vite, mais attention au départ, j'ai toujours peur du noir. Dans les autos tamponneuses, crier me rend heureux. Sur scène, comme à la fête foraine dans le grand 8. J'aime quand ça va vite, mais attention au départ, j'ai toujours peur du noir. Dans les autos tamponneuses, crier me rend heureux.